Coucou les addicts, c'est Aurélie. Je suis contente de vous retrouver et j'espère sincèrement que tout le monde va bien. On va essayer de passer un petit peu de temps ensemble à analyser l'épisode 5 de la saison 5. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux arrivés et sans plus attendre, c'est parti. On y va pour les impressions générales. Cet épisode 5 de la saison 5 a pour titre « Adoration perpétuelle », dont c'est la traduction littérale du titre en version originale, « Perpetual Adoration ». Et donc, c'est une coutume des catholiques qui est d'ailleurs très bien expliquée par le patient de Claire. Et au-delà de ce chouette titre pour justement signifier ce qu'aurait aimé faire le patient de Claire à la sortie de l'hôpital et un rite auquel il s'adonne chaque semaine. Je trouve que l'épisode porte aussi bien ce titre car on prend conscience qu'en fait Claire n'a jamais cessé de garder Jamie dans son cœur, même lorsqu'ils étaient distants par leur époque et par le temps. Donc c'est un épisode que je trouve plutôt sombre malgré la présence d'Atso à la fin de l'épisode qui apporte un peu de douceur et de légèreté. Et donc je disais un épisode sombre avec 3 arcs narratifs plutôt tragiques et la notion de destin qui inonde les 55 minutes d'épisode avec des conflits familiaux, des actes moraux ou immoraux réalisés par certains des personnages que l'on aime suivre. Il y a également 2 morts, le patient de Claire et puis le lieutenant Knox. C'est également un épisode qui marque le retour des flashbacks de Claire dans le XXe siècle. Et on la retrouve dans son rôle de médecin chirurgien. Et donc les scénaristes, pour réaliser une partie de cet épisode, et notamment les flashbacks, sont allés piocher dans le tome 3 pour trouver cette histoire autour du patient de Claire. Et du coup, on a enfin une explication sur la présence de Claire et de Brianna au Royaume-Uni un peu plus tard, dans l'année 1968. Car lorsqu'on les avait retrouvées à la fin de la saison 2, on se demandait ce qu'elles faisaient là. Et là, je trouve que c'est du coup, on remplit un petit peu les pièces du puzzle et on comble les manques qu'on pouvait avoir. Je trouve d'ailleurs que le montage sur ces flashbacks qui se passent dans les années 60 est assez déroutant parce qu'on a quelque chose qui n'est pas du tout linéaire dans le temps, dans ce temps futur. Et néanmoins, après avoir regardé plusieurs fois l'épisode, je trouve ça bien, ça crée du dynamisme et ça nous permet de nous ancrer dans cette notion de temps et de destin qui, comme je le disais avant, survole un peu tout l'épisode. J'aimerais faire une mention spéciale au décor et notamment aux extérieurs de Fraser's Ridge. Il y a ce potager de Claire juste à l'avant de la maison. Ce potager a d'ailleurs une grosse importance dans les romans et voilà, je pense que c'est sympa qu'on en ait déjà un petit aperçu dès maintenant. Mention spéciale aussi aux costumes et notamment au look de la Claire des années 60, qui est très moderne, avec une robe ultra courte. Alors, dans les années 1968, on n'est pas loin de la révolution hippie, etc. On y est peut-être même d'ailleurs déjà. Et cette robe ultra courte contraste avec ces jupes très longues du XVIIIe siècle. Quand on la voit marcher dans la forêt, empêtrée dans ses jupons, franchement, c'est un réel contraste. Et puisque je parle de parallèle, le look de Brianna, lorsqu'elle revient de sa cueillette de champignons dans les tons marrons, en pantalon, etc., c'est quasiment le même look qu'elle arbore dans les allées du parc dans lequel elle se promène avec Claire. Et ces flashbacks nous rappellent aussi combien ces 2 femmes, Claire et Brianna, étaient indépendantes à leur époque et tout ce qu'elles ont perdu en revenant, en traversant les pierres. D'ailleurs, on voit que Brianna a encore des rêves d'enseigner des mathématiques à l'université. Ça repointe une fois de plus. C'est bien qu'on ait ce genre de choses. Ça nous rappelle aussi que Outlander est une histoire de voyage dans le temps et même si on était bien depuis le début de la saison 5 avec Jamie et toute la famille à Fraser's Ridge, c'est bien qu'on ait ce rappel-là à ce moment-là. Il n'était pas trop tôt. Et on a aussi dans l'épisode le retour des voix off de Claire, de cette Claire narratrice et qui nous livre ses états d'âme.
Et je vais faire une dernière mention spéciale à l'interprétation de Kate pour peindre ces deux Claire-là. La Claire très moderne des années 60, très maîtresse femme. Enfin, on la sent quand même assez épanouie, en tout cas dans son rôle de médecin, de chirurgien. Et pour autant, il y a notamment une des transitions où on passe des années 60 au 18e. Et je trouve que Claire a vraiment l'air nettement plus heureuse et presque plus jeune au 18e siècle qu'elle ne l'était dans les années 60. Et je pense que c'est voulu. Et franchement, l'interprétation de Caitriona Balfe est magnifique. Elle le fait vraiment super bien. Je vais passer à mes scènes préférées et mes scènes un peu flop. On y va. J'ai choisi de mettre en avant la scène de l'amygdalectomie de Casey, et ce pour différentes raisons. D'abord parce que vous verrez, ça rentrerait pas trop dans mes développements futurs, mais quand même. Je trouve que cette scène, elle sort un petit peu du lot dans l'épisode à différents niveaux. Tout d'abord, on a l'utilisation de la pénicilline, hein, donc cette souche que Claire recherchait depuis quelques épisodes et qu'elle a fini par trouver. Et justement, la réflexion de Claire à voix haute et qui est dirigée surtout vers Mère Salive sur les risques que l'on encourt dans tout acte de médecine. On sent justement tout l'intérêt de Marsali lorsque Claire parle et le lien qu'elles ont entre elles. Hein. D'ailleurs, au tout début de l'épisode, la joie de Marsali est vraiment... elle fait plaisir à voir, tant elle a l'air sincère lorsque Claire a découvert les petits pinceaux de la bactérie qu'elle recherchait. Je trouve ça sympa que Claire ait quelqu'un avec qui partager sa découverte. Dans le roman, elle est plutôt toute seule dans ses recherches et dans sa découverte. J'aime bien aussi cette scène pour la présence de Monsieur Bug et de Lizzie. Ces personnages sont présents dans certains plans, dans certaines séquences. Il n'y a pas trop de paroles. Moi, j'espère qu'ils seront un peu plus développés dans les épisodes à venir. En tout cas, ils sont là. J'ai relevé aussi cette scène pour le jeu de l'acteur qui joue les jumeaux Beardsley, Paul Gorman, parce que franchement, vous regarderez à nouveau, mais la façon dont il joue, son dégoût, sa crainte, sa peur et son soulagement au moment où il se fait opérer, c'est très très bon, vraiment excellent. J'ai bien aimé aussi les effets spéciaux, la fumée qui sort au moment où Claire cautérise la plaie, les différents accessoires et le réalisme du sang, de l'amygdale qui est sorti. Et au-delà de tout ça, ce que j'ai adoré dans cette scène, c'est l'assurance du docteur Claire, je vais l'appeler comme ça. Vraiment, elle a le geste sûr du chirurgien, elle est zen, elle est détendue, elle est hyper pro. Et hop, en 2-3 mouvements, l'opération est faite. C'est agréable de voir Claire comme ça, on sent vraiment qu'elle est dans son élément. La scène que j'ai le moins aimée, c'est celle où on voit Roger avec Stephen Bonnet sur le bateau, sur le Gloriana, en train de jouer aux cartes. J'ai pas aimé cette scène, d'une part parce qu'à chaque fois que je vois Bonnet, ça me met très mal à l'aise. Et d'autre part, je me suis demandé pourquoi Roger jouait aux cartes avec Bonnet. Est-ce qu'ils étaient potes, on va dire comme ça, à ce point-là, en tout cas au point de se mettre autour d'une table et jouer aux cartes. Et puis un peu plus loin dans cette scène, lorsque Roger sous-entend que Bonnet triche, connaissant Bonnet, je ne sais pas si je m'y serais risquée. D'ailleurs, on voit un peu d'appréhension dans le regard de Roger. Une scène étrange, même si, je le dirai tout à l'heure, mais elle a bien évidemment sa place à ce moment-là dans le scénario et dans le déroulé de l'épisode. Il n'y a pas de souci.
Je le disais dans mes impressions générales, c'est la notion de destin, la notion de temps qui est un peu la thématique principale de l'épisode. Et c'est étonnant parce que Claire est peu portée sur la religion ou sur les croyances religieuses, hein, c'est ce qu'elle a toujours dit. C'est comme ça qu'on l'avait découverte dans la saison 1. Et elle se retrouve dans cette église à Boston et elle mène une réflexion profonde sur le temps et un peu plus loin, même en l'accentuant un peu sur la notion de destin. D'ailleurs, c'est Brianna qui prononce cette phrase au début de l'épisode quand Claire lui annonce la mort de son patient. Elle termine en disant « on ne sait jamais ce qui peut arriver ». Et c'est vrai que tout semble prédéterminé. Plus on semble lutter contre le destin et plus on s'en approche. Et la version et l'interprétation sympa de ce que je viens de dire, hein, de la prédétermination, c'est l'histoire de Claire et de Jamie. Hein. Ils sont le destin l'un de l'autre. Tout les ramène tout le temps l'un à l'autre. Et dans cet épisode, Claire prend conscience que la perte de ce patient, Graham Menzies, la pousse quelque part à prendre un congé, à envisager de retourner au Royaume-Uni, d'y emmener Brianna. Et puis finalement, elle découvre la mort du révérend Wakefield. Elle fait la connaissance de Roger qui, avec ses recherches et grâce à ses recherches, lui permet de retrouver Jamie. Donc ça, c'est la version sympa de la prédétermination. En revanche, il y a des versions un peu moins joyeuses que je vais détailler d'ailleurs. Hein. C'est les thématiques que je vais aborder. En fait, surtout l'histoire d'Outlander et le passé nous rappelle que Claire et Jamie ont plusieurs fois tenté de changer les choses, hein, de déjouer le destin, mais ça ne fait que resserrer justement les fils. Hein. Claire, dans la saison 1, qui essaye d'échapper à Blackjack, donc qui arrive dans un premier temps, mais qui ne fait qu'attiser encore plus son désir de vengeance. Claire qui a aussi essayé dans la saison 2 de faire en sorte que Mary Hawkins n'épouse pas Alex Randall. Finalement, là encore, hein, évidemment, elle n'a pas épousé Alex, mais ça a précipité la suite. Toute l'histoire autour de Culloden dans la saison 2, pour ne citer que cela. Et que penser alors de la pénicilline ? Là, on n'a pas encore la synthèse de ce que Claire vient de faire, mais elle vient quand même de jouer un peu avec le temps et le destin, car la pénicilline doit être inventée 150 ans après. Donc là, oui, on peut s'attendre peut-être à des retombées plutôt négatives de tout ça. Ensuite, j'aimerais parler de Brianna et Roger. Et dans cet épisode, on entre de manière un peu plus approfondie dans l'intimité de leur relation. Et la première scène confirme qu'ils viennent d'avoir du bon sexe ensemble, qu'ils plaisantent, qu'ils semblent sur la même longueur d'onde. D'ailleurs, je fais une parenthèse, hein, les lecteurs peuvent être un peu surpris parce que dans le roman, Brianna a du mal à s'épanouir dans sa relation sexuelle. Hein. Elle est pas mal dans la simulation. Enfin, elle ne dit pas tout. Et je ferme la parenthèse. Et c'est vrai que le destin et les choix passés rattrapent là encore Brianna et Roger, et notamment ce choix qu'avait fait Brianna dans la saison 4, hein, d'aller voir Stephen Bonnet en prison, c'était l'épisode 12, et le don qu'avait fait Bonnet de ce diamant dont Roger se souvient aussi. Et donc c'est cette fameuse scène avec la partie de cartes sur le Gloriana, hein, d'où la nécessité d'avoir cette scène-là. C'est un flashback pour Roger. Du coup, nous, ça comble aussi cette interrogation qu'on pourrait avoir sur comment Roger sait que c'est un diamant de Bonnet. Et ce qui nous étonne aussi, c'est que Roger soit subitement si empressé de servir la milice de Jamie, d'assurer son rôle de capitaine. On aurait pu croire que à la moindre occasion de ce défilé, il l'aurait fait, et pas du tout. Donc là, ça mériterait d'être creusé parce qu'on sent pas bien les raisons profondes, hein, de ces paroles-là et de ce choix qu'il fait et dont il parle à Brianna. Et Roger découvre donc pour la deuxième fois cette saison que Brianna lui cache quelque chose. Hein. La première, c'était les dessins qu'elle faisait et qu'elle cachait, les dessins de Bonnet.
Et on se retrouve au milieu de non-dits et de secrets, au milieu d'un jeune couple qui doit encore apprendre à s'apprivoiser. Et c'est vrai que les explications entre eux sont nécessaires, hein. Dans le roman, d'ailleurs, ça arrive assez vite. Dans le tome 5, c'est chapitre 6. Brianna et Roger sont imparfaits l'un envers l'autre. Ils ont des secrets afin d'épargner les sentiments de l'autre. Roger aussi, hein, dans la saison 4, avait eu des secrets pour Brianna. Enfin, est-ce que c'était saison 3 ou 4 ? Lorsqu'il n'avait pas dit tout de suite à Brianna qu'il avait fait des découvertes concernant l'incendie de la maison de Claire et Jamie. Roger et Brianna découvrent à leurs dépens qu'on a beau repousser les sujets qui fâchent, ils sont inévitables. Il y a beaucoup d'intensité émotionnelle dans la discussion lorsque Brianna revient de sa cueillette de champignons. D'ailleurs, ce qui est assez marquant, c'est qu'il ne crie pas. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a le bébé Jamie qui est tout près d'eux dans la même pièce ? Et ce qu'on peut dire, si on y regarde vraiment de très près, c'est qu'aucun des deux n'a raison. On aurait envie de prendre parti pour Brianna, hein. C'est quand même la femme qui a vécu des choses assez horribles, un viol, etc. On attendrait un peu de compassion de la part de Roger. Mais au final, on a envie de prendre parti, mais quand on regarde ça à la tête froide, on ne peut pas. Mais ce que je trouve dommage, c'est que si on reste sur ce premier a priori, ça ne redore pas vraiment le blason de Roger. Et c'est vraiment dommage parce que je sais qu'il y a beaucoup de fans de la série qui n'aiment pas ce personnage. Et là, en tout cas, sur la première moitié de l'épisode, ça ne va pas aider vraiment à ce qu'on l'aime un peu plus. Alors heureusement, Claire est là pour offrir un peu de perspective et de mise à distance à Roger, hein, pour qu'il prenne un peu plus de hauteur par rapport à ses états d'âme. Et ça remet le doigt une fois de plus sur la belle relation qu'il y a entre Claire et Roger. Ces deux-là se comprennent. Quelque part, tous les deux ont rejoint leur grand amour par choix, en faisant quelque chose de complètement fou. Et Claire n'hésite pas à confier le mode de fonctionnement de son couple avec Frank et aussi son absence de regret dans les choix qu'elle a fait de ne rien dire à Brianna et de faire comme si, en réalité. Et je pense qu'il ne faut pas qu'on oublie que Roger est lui aussi quelque part un enfant adopté par son oncle. Et je pense que Claire le met un peu face à tout ça. Et c'est ce qui fait que notre Roger revient avec... alors pas avec des fleurs, mais avec des chanterelles qui sont un peu comme un drapeau blanc. Et je trouve que là, par contre, ses excuses sont vraiment excellentes. Il n'aurait pas pu faire mieux, en fait. Et il s'excuse pour tout. Alors, je me suis demandé ce que ça voulait dire, ce tout. Alors, est-ce qu'il s'excuse aussi pour leur dispute après le serment des mains, pour peut-être qu'il s'excuse pour le viol de Brianna, pour son départ. Enfin, bref, on le sent vraiment faire acte de repentance, là. Et après les révélations sur le fait que Bonnet est toujours en vie, Roger est déterminé à partir. Et là, on sent l'inquiétude de Brianna face à cette solution qui semble unique et incontournable. Brianna, elle a des inquiétudes de quitter sa famille, bien sûr. Donc ça, c'est encore un nœud dans leur histoire qui n'est pas prêt d'être résolu. Parlons maintenant de Jamie et de ses interactions avec le lieutenant Knox. Jamie, lui aussi, semble pris dans la toile du destin, hein. Plus il essaye de sauver Martha en naviguant entre deux feux, et plus il se rapproche de ce qu'il veut éviter. On n'a pas vu Martha depuis le début de l'épisode 2. Enfin, depuis l'épisode 2, non, en fait. Et pourtant, c'est toujours l'homme à abattre, hein, entre guillemets. Et la décision du gouverneur Trajan est difficile à comprendre. Cette décision d'une espèce d'armistice, hein, d'abandon des poursuites contre les régulateurs. Moi, je la comprends pas trop vu la rage et la hargne qu'il y avait mis dans l'épisode 1. Est-ce que c'est dans un souci unique d'apaisement ? Je ne sais pas. J'espère qu'on verra le gouverneur dans l'épisode suivant ou la prochaine fois qu'ils exploiteront cette intrigue. Ça m'intéresserait d'avoir un peu
ce qui a sous-tendu cette décision. Et on sent que Knox est déçu qu'on arrête la traque au régulateur. Il est déçu pour plusieurs raisons, parce qu'il est déchargé d'une mission qui s'était appropriée. Il a peur de passer pour un homme qui manque de courage, etc. Et je trouve qu'il y a un contraste entre la première scène avec Knox, donc cette scène où il annonce à Jamie que le gouverneur a décidé d'une armistice. Et la deuxième scène où son attitude a changé. Il a d'ailleurs pas le même costume, il est en tunique rouge dans la deuxième scène. Et en effet, on découvre qu'il a une mission. Et c'est un officier. Et lui, il doit poursuivre sa chasse uniquement à Murtagh. Et on retrouve ensuite Jamie et Knox dans la chambre de Knox autour d'un jeu d'échecs. On sent qu'il y a une certaine amitié entre ces deux-là, du respect aussi. D'ailleurs, sans cette opposition et sans cette intrigue autour de Murtagh, je pense qu'ils auraient pu s'entendre. Je crois l'avoir déjà dit dans un des décryptages précédents. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'à chaque fois que Jamie joue aux échecs, c'est aussi bien au sens propre qu'au sens figuré. La première fois où on avait découvert joueur d'échecs, c'était à Paris, avec le ministre des Finances Duvernay. Et à ce moment-là, dans la saison 2, il faisait ça afin d'obtenir des informations et d'être proche d'un proche conseiller du roi de France. Donc, il jouait double jeu là aussi. Et la deuxième fois, c'est dans la saison 3, lorsqu'il joue aux échecs avec Lord John Grey. Et là encore, c'est pour obtenir des faveurs, pour être... c'est à la prison d'Arsmuir pour pouvoir avoir des choses supplémentaires pour les gens qui sont en prison avec lui, etc. J'en reviens à Jamie et Knox. Jamie pensait sans doute pouvoir convaincre Knox qu'il pourrait comprendre sa position. Et d'ailleurs, au moment de la révélation et de la découverte et de l'ouverture du courrier qui contient les noms des prisonniers à Arsmuir, Knox est dans la lumière et Jamie est dans la pénombre. Donc ça, c'est encore une belle réalisation, un bon choix, je trouve, puisque du coup, Knox découvre la vérité, donc la lumière se fait. Et Jamie, lui, s'enfonce dans son mensonge et dans son double jeu. Le problème, en fait, et ce qui amène le choix de Jamie de tuer Knox, c'est que Knox a une vision binaire du monde. Soit c'est noir, soit c'est blanc. C'est un homme de principe. Et Jamie sent que cet homme n'hésitera pas à le dénoncer. Et donc, il y a un gros risque pour sa propre vie et puis aussi pour la protection de sa famille. S'il est reconnu comme étant un traître, bien sûr, ses terres seront confisquées, etc. Et le meurtre de Knox est lent, long, pénible, comme si Jamie devait vraiment prendre la mesure de ce qu'il est en train de faire. Et ça m'a fait penser au meurtre de Dougal à la fin de la saison 2. Un meurtre de sang-froid et motivé par la simple raison de se défendre et de défendre sa famille. Jamie maquille son meurtre en asphyxie, il fait disparaître toutes les preuves, ça va même jusqu'à enlever le verre dans lequel il avait bu. Mais moi, je me demande quelles sont les conséquences à venir pour lui. D'ailleurs, est-ce que personne ne l'a vu entrer dans la chambre de Knox ? C'est bizarre. Jamie va aussi devoir faire face à sa conscience. Ce meurtre-là n'est pas du tout le même que le meurtre de Beardsley dans l'épisode 3. Le meurtre de Beardsley, c'était presque une sorte de délivrance qu'il offrait à cet homme-là. Là, Knox, ça va être plus dur, je pense, à analyser pour lui. Et puis, autre conséquence, qui va remplacer le lieutenant Knox dans la chasse à Murtagh ? J'ai une théorie, je me trompe peut-être, j'espère, mais peut-être que le gouverneur va demander à Jamie de poursuivre cette traque et le nommer chef de la milice pour aller trouver Murtagh. J'espère que ça ne sera pas ça, mais je le crains.
Le troisième arc narratif, c'est celui qui concerne Claire. J'en ai déjà un peu parlé. Et Claire, la Claire des années 60, est face à son destin dans cet épisode. Sa rencontre avec Graham Menzies va la pousser sur le chemin de ses retrouvailles avec Jamie. Et pour rappel, en 1968, donc c'est la date où on a ces scènes, ça fait 2 ans que Frank est mort. Et avec Frank, Claire n'était pas autorisée à parler de Jamie et elle avait accepté ce silence forcé. Et là, on ne sait pas si ce sont les origines de cet homme-là, de Graham Menzies, si c'est son accent, son attitude, mais en tout cas, il lui rappelle, il lui fait penser à Jamie. Jusqu'à presque en entendre sa voix dans la version originale, si vous l'écoutez en anglais, c'est vraiment impressionnant. Lorsque le patient dit à Claire, ça n'est qu'une cicatrice de plus. Je me suis repassé plusieurs fois l'extrait. Je sais pas si c'est la voix de Jamie ou si c'est juste l'accent qui fait ça, mais en tout cas, Jamie avait dit exactement la même chose dans l'épisode 10, juste après. Alors, je vous resitue un petit peu l'histoire. C'est quand Jamie se rendait chez le duc de Sandringham dans son château. Et Jamie en vient à devoir se battre en duel contre des hommes du clan MacDonald, je crois. Enfin, je sais plus les détails. Mais en tout cas, Jamie est blessé légèrement. Et quand Claire le soigne dans l'infirmerie à Léoc, Jamie minimise un petit peu ce qu'il vient de faire et il lui dit ce n'est qu'une cicatrice de plus, c'est tout. Et il veut emballer la chandelle. Mais Claire bouillonne. À ce moment-là, c'est une colère froide. Et je pense qu'elle se souvient de ces mots-là, en tout cas. Ce patient nous est également à nous d'emblée sympathique. Il a un franc-parler, il a son accent écossais. Alors oui, j'écoute en VO, donc ça c'est sûr que ça ne ressort pas lorsqu'on écoute en version française. Cet homme-là est aussi très amoureux de sa femme, même si elle est décédée. Il va à l'adoration perpétuelle chaque semaine, il n'oublie jamais. Et Claire est tout de suite troublée par cet homme qui dit être incompris depuis 20 ans. Et je pense que c'est cette première phrase qui la réveille un peu, puisqu'elle aussi, si on y réfléchit bien, ça fait 20 ans qu'elle a retraversé les pierres pour revenir dans son époque et 20 ans qu'elle vit dans un espèce de mensonge et dans un autre monde. C'est ce que dit Brianna dans le dernier épisode de la saison 2. Ma mère, on a l'impression qu'elle ne vit pas dans le même monde que nous. Et le destin a mis cet Écossais sur le chemin de Claire à ce moment-là. Alors bien sûr, la perte de ce patient est mal vécue par Claire et elle a une réaction inhabituelle pour elle, démesurée. Elle le sent, qu'elle réagit pas comme d'habitude, que quelque chose d'autre se passe. Et c'est ce qui la pousse à prendre un congé, etc., ce que j'ai déjà dit. Et elle s'en ouvre un peu auprès de Joe Abernathy, son ami, celui qui était sur les bancs de la fac de médecine avec elle. Lui, il ne connaît pas toute l'histoire de Claire et le voyage dans le passé, etc. Mais cet homme-là, Joe Abernathy, lit véritablement en Claire comme dans un livre. C'est un véritable ami. Et Claire, ce qui la pousse encore plus sur le chemin de son destin, c'est la rencontre avec le prêtre dans l'église. Ça catalyse en quelque sorte sa décision et l'échange qu'elle a avec lui sur la dévotion, sur celle qu'on retrouve entre un mari et sa femme. Et puis, cette notion de mémoire versus oubli, c'est ce qui doit accélérer encore plus sa décision de révéler la vérité à Brianna et de l'emmener sur ses terres d'enfance, en fait. Et pour finir, je vais vous parler des anecdotes et des liens que j'ai pu trouver avec le roman aussi et d'autres épisodes de la série. Déjà, je crois l'avoir dit, mais le matériel source pour cet épisode, c'est aussi bien le tome 3 que le tome 5 de la série des romans de Diana Gabaldon. Ils sont très subtilement utilisé et c'est vraiment bien adapté. Même l'utilisation du tome 5, c'est des petites pioches à droite à gauche, ça ne suit pas un ordre linéaire par rapport au roman. Je voudrais d'abord parler de Graham Menzies
Et ceux qui n'ont pas lu le roman peuvent penser que c'est une sorte d'hommage double à Graham McTavish, donc l'acteur qui joue Dougal, et à Tobias Menzies qui joue Frank et Blackjack Randall. Et en fait, pas du tout. Le nom de ce patient de Claire est celui que Diana a donné dans le tome 3, en sachant que le tome 3 a été écrit dans les années 90. Et donc là, je souris un peu et j'ai envie de reparler de l'étude sur les synchronicités qu'a fait Angélique Chapuis, qui est aussi une fan de la série. Je remettrai le lien dans la description de ma vidéo YouTube pour celles et ceux qui ne l'auraient pas lu. Elle fait plein de liens justement entre des dates, des noms, enfin plein de choses comme ça. Vraiment, c'est intéressant. L'histoire aussi de ce personnage, de ce patient dans le tome 3 est un peu différente. Dans le roman, en fait, le patient de Claire lui demande de l'aider à mourir, ce que Claire fait un peu. Là, pour le coup, dans la série, l'euthanasie est déjà un thème qui a été abordé, alors un petit peu avec Colum dans la saison 2, puisque Claire lui donne le poison qui lui permet de mourir dignement. Et puis aussi avec Rufus dans la saison 4. Autre référence au roman, donc c'est le roman dans le roman, le fougueux pirate, ou je ne sais pas comment ils ont traduit ça dans la version française. Dans le livre, en tout cas, c'est le fringant flibustier. Donc c'est ce livre que Claire trouve dans la salle de pause des chirurgiens, des médecins de l'hôpital, et qui est en fait un livre qu'a laissé traîner Joe Abernathy, et il le pointe quand ils sont ensemble tous les deux dans le bar. Et dans le roman, on a des extraits et des passages assez larges et très croustillants de ce roman, parce qu'en réalité, donc, c'est un roman érotico-romantique. Donc voilà, c'est un joli clin d'œil pour les lecteurs, ça. J'ai trouvé ça sympa. Un petit mot sur Atso, son arrivée et sa découverte par Jamie est différente, complètement différente dans le roman. Elle est justement un peu plus détaillée et elle arrive un peu plus tôt. Elle arrive tout de suite au début du tome 5 lorsque... Ah oui, mais alors du coup, rien n'a été fait pareil, mais Jamie et Claire sont à un gathering au début du tome 5, un très très long gathering, et c'est lorsque Jamie en revient qu'il trouve le chat. Je le disais, c'est un épisode qui traite de la fin du temps, du destin et de la mémoire, et pour nous aussi, et j'ai bien aimé qu'on nous y plonge aussi avec ce joli montage du début d'épisode qui met l'accent sur plein de moments clés de la série. On voit Claire à sa découverte de Jamie, enfin des passages clés et qui résument un peu toute la série. On pourrait d'abord penser que Claire est dans ses pensées et qu'elle rêve lorsqu'elle est sur ce banc dans le parc et qu'elle attend Brianna. Et en fait, non, je ne pense pas que ce soit un rêve, c'est vraiment fait pour nous, parce que dans les images, il y a la réunion de Claire et Jamie dans l'imprimerie. Donc c'est vraiment un montage qui est fait pour nous enlever, pour nous susciter plein d'émotions. Et pour moi, ça a marché. J'ai trouvé ça vraiment chouette, même si ça a duré quelques secondes à peine. C'était bien, c'était bon. Autre anecdote, la voix off de Claire lorsqu'elle parle du temps, du destin, de l'araignée, enfin tout ça, c'est le prologue du tome 6 de la série des romans de Diana. Si vous avez les livres, vous pouvez aller le relire, ce prologue, c'est dans La neige et la cendre. L'être supérieur à toute chose, enfin le parallèle avec Dieu, le fait que le diable, du coup, c'est la mémoire. Tout ça, c'est le prologue, c'est textuellement ce que Diana a écrit. Autre chose que je voulais relever, c'est la seringue que Claire utilise pour injecter la pénicilline à Casey. Je pense que c'est la même que celle qu'elle a utilisée dans la saison 3, celle qu'elle a ramenée avec elle du futur, enfin bref. Et du coup, je crains, et là je fais un petit clin d'œil aux lecteurs et lectrices, vous avez sûrement en tête ces passages où il s'agit justement de créer une seringue, quelque chose pour injecter la pénicilline. Et je pense que du coup, on va nous squeezer tout ça.
Mais bon, voilà, petite mention. Et pour finir, je voudrais parler de la réunion de Claire et Jamie, de leur retrouvaille à la fin de l'épisode. De belles retrouvailles, comme d'habitude. Ça paraît presque... oui, j'ai l'impression de me répéter de décryptage en décryptage, mais il faut le dire quand c'est bien. Donc ces retrouvailles, au milieu desquelles se trouve Atso, mais je trouve qu'elles sont belles parce qu'il y a un temps pour l'écoute. Jamie sent que Claire a quelque chose sur le cœur et il lui propose d'en parler avant même que lui raconte toutes ses aventures. Et ça se termine par un Welcome Home Soldier, bienvenue à la maison soldat. Je ne sais pas comment ils l'ont traduit en français. Et ce Welcome Home Soldier est vraiment triplement intéressant. Déjà, c'est un rappel à d'autres mots quasi similaires dans les saisons précédentes. Je les ai déjà listés, mais je vais en citer au moins 2 que vous avez forcément en tête. Dans le premier épisode de la saison 1, il y a On Your Horse Soldier, donc c'est on y va, c'est à la fin de l'épisode 1 quand Claire a soigné la blessure par balle de Jamie. Et puis On Your Feet Soldier, c'est Debout soldat, lorsque Jamie a tenté de ramener Claire pour la première fois aux pierres à l'issue de ses révélations et que finalement Claire a décidé de rester avec lui. Mais il y en a plein d'autres. Si vous écoutez mes autres décryptages, vous les aurez tous, j'en parle souvent. Je disais triplement intéressant. Le deuxième intérêt, c'est la notion de home, la notion de foyer, la notion de maison. C'est une notion qui est très très chère au cœur de Claire et de Jamie. Et donc voilà, à nouveau, on l'entend. Et troisième intérêt, c'est ce mot soldier, soldat. Même si c'est un surnom de Claire vers Jamie, ça nous renvoie à ce qu'est Jamie et à ce qui motive ses choix. Voilà, tous les choix qu'il fait. Et là, dans cet épisode, le choix de tuer le lieutenant Knox, c'est pour protéger sa famille, comme un soldat en fait. Alors pour conclure, je dirais que je suis très impatiente de voir ce que la suite nous réserve. L'intrigue autour de Murtagh semble prendre son temps, celle de Bonnet aussi d'ailleurs. On fait monter doucement la pression, on sent que voilà, on nous distille des petites choses, mais ça avance tranquillement. Sans être maso, je peux dire que j'aime bien ça parce que j'aime bien ce qu'on nous montre. Je rentre dedans, voilà, c'est bien. Prenons le temps et que ça continue encore longtemps. Pour l'instant, cette saison 5, franchement, me ravit complètement. Je finis tous mes décryptages ainsi, mais aujourd'hui, plus que jamais, j'ai envie de dire prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à très bientôt.